and that government of the people, by the people, for the people. Vive le peuple ouvrier de Paris! Et on ne peut pas mentir éternellement au peuple. Mais si on peut très bien. Entre les sociétés, entre les cultures, entre les peuples. Le peuple français. Parlons Peuple sur RCF. Vous écoutez Parlons Peuple, une émission d'été assurée pour RCF Radio par Histoire d'en parler. Histoire d'en parler, une association d'éducation populaire visant à rendre accessible l'histoire et la géographie. Bonjour à toutes et à tous. Et pour notre 7e émission de la saison, nous recevons Jean El Gamal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite de l'Université de Lorraine et vous vous intéressez principalement à l'histoire politique de la France contemporaine, notamment l'histoire parlementaire entre la Révolution et le XXe siècle. C'est bien cela ? C'est cela, en effet. Alors pour cette émission, nous souhaitons nous intéresser à la place du peuple dans le XIXe siècle, entendu en gros comme le long XIXe siècle, comme dirait Eric Hobsbawm, entre la fin de la période napoléonienne et la Première Guerre mondiale. On va occulter justement la période napoléonienne et la période révolutionnaire. On a fait le choix de deux partis pris, donc ne pas focaliser sur la Révolution française, quand bien même c'est un incontournable quand on parle de peuple et de la souveraineté et de la liberté et des nations, et ne pas concentrer uniquement sur la France dans le 19e siècle, et parler plus généralement de l'Europe. Et donc c'est le titre de l'émission qu'on vous propose, La liberté guide-t-elle les peuples européens au 19e siècle ? Parlons Peuple, présenté par Pierre Suaire. Alors j'aurais une première question. Est-ce qu'en 1815, donc à la fin de la période napoléonienne, avec le Congrès de Vienne, on assiste à une restauration monarchique à l'échelle de l'Europe et on met sous le tapis les aspirations populaires exprimées auparavant ? À bien des égards, oui, même si d'ailleurs un certain nombre de monarchies subsistaient en Europe. Elles voient leur rôle renforcé, les puissances victorieuses en particulier. Et les partisans justement des idées de la Révolution et évidemment les partisans de l'Empire sont souvent dans une situation extrêmement défensive dès lors qu'ils sont perçus par les tenants de l'ordre du traité de Vienne comme une menace. Ouais. Et l'objectif, c'est effectivement de stabiliser au bénéfice des monarchies la situation politique, sociale et culturelle en Europe. Donc c'est vraiment un retour à l'ordre, on resserre les vis. Alors dans le détail, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a aussi quelques réaménagements, mais c'est non seulement l'image, mais il s'agit aussi d'un certain nombre de réalités que l'on peut observer, notamment pendant la période de la Sainte Alliance qui se juxtapose en partie à la notion d'Europe du Congrès de Vienne, mais même au-delà, ça on pourra en reparler peut-être. Et il y a dès les années 1820 justement des insurrections qui arrivent dans le sud de l'Europe principalement. Oui. On parle de la révolution libérale au Portugal, de la guerre d'indépendance en Grèce, le triennat libéral en Espagne, les insurrections dans les États italiens. Donc en fait, on a une volonté de retour à l'ordre, mais tout de suite, ça repart, il y a des effervescences. Est-ce que justement c'est issu de ces tensions qui sont latentes entre Alors guillemets. Pour une part, même si comme vous le disiez, il s'agit principalement de l'Europe méridionale et puis à la situation particulière de la Grèce par rapport à l'Empire ottoman, il y a d'ailleurs tout un mouvement philhellène qui soutient la cause de l'indépendance de la Grèce. En fait, on peut peut-être décentrer légèrement chronologiquement cette interrogation pour souligner l'importance des années 1830. D'une part, il y a au moins une révolution qui aboutit, c'est la révolution conduite à l'indépendance de la Belgique. Il y a aussi bien sûr la révolution en France, même si la monarchie subsiste avec les débuts de la monarchie de Juillet, après donc l'insurrection de Juillet 1830. Et puis il y a également, alors à l'échelle des courants d'idées, l'essor ou la résurgence, mais sous une forme un petit peu différente, de ce qu'on commence à appeler le socialisme, avec Pierre Leroux, avec le socialisme dit utopique par Marx et Engels, qui mettent en jeu non seulement des questions économiques et sociales qui sont primordiales, mais aussi la signification que l'on peut attribuer à la notion de peuple. Ouais. Et justement, l'année 1830, avec les Trois Glorieuses, est-ce que c'est, j'ai envie de poser une question provocatrice, est-ce que ce sont des révolutions bourgeoises ou est-ce que ce sont vraiment des insurrections populaires ? Est-ce que vraiment le peuple participe ou est-ce que finalement on change Il y a plusieurs temps. Il y a une insurrection qui se produit avec le concours d'une partie du peuple effectivement ouvrier, même si les étudiants des écoles, voire des grandes écoles, prennent également leur part. Mais c'est plutôt une révolution bourgeoise, entre guillemets, qui d'ailleurs apparaît aux républicains de l'époque, qui ne pouvaient pas évidemment se définir comme tel, comme détournée de son sens lorsque Louis-Philippe monte sur le trône. Oui, c'est finalement on remplace une élite par une autre, on substitue... Oui, enfin c'est pas exactement la même élite, mais disons qu'il y a aussi des nostalgiques du passé, ce qu'on appelle les légitimistes par la suite, mais même si d'ailleurs le légitimisme s'appuie parfois sur certains secteurs du peuple dans la France rurale, disons que le peuple, des artisans, des ouvriers,
peut se sentir en grande partie dépossédé de la révolution, même s'il faut dire quand même c'est surtout une révolution parisienne, la révolution de 1830. Ouais, et par exemple en province aussi, à Lyon, il va y avoir des soulèvements populaires avec la révolte des Canuts dès les années 1832-1834. Oui, alors c'est en 2 temps, mais c'est essentiellement une révolte de caractère social et économique. Oui, c'est plus une Il n'y a contestation. pas le message, disons, politique est moins présent. Alors on pourrait citer en revanche des insurrections dans les premières années de la monarchie de Juillet à Paris, et puis l'action d'un certain nombre de sociétés secrètes, mais qui se voient assez rapidement, enfin en l'espace de quelques années, très limitées dans leur possibilité d'action. Alors on avance un petit peu dans le temps et on va arriver dès 1848 avec ce qu'on appelle le printemps des peuples, cette grande vague révolutionnaire qui emporte tout en Europe, les États italiens, la France, l'Autriche, la Hongrie, le Danemark, la Confédération germanique, des insurrections en Grande-Pologne, en Roumanie, en Suisse, en Irlande. Vraiment, c'est une effervescence simultanée dans tous ces États. Et la question, c'est est-ce que ce sont des mouvements qui sont inspirés plutôt par des sentiments nationaux, vraiment une volonté nationale, de souveraineté nationale, ou est-ce que ce sont plutôt des aspirations à la liberté, à une volonté de sortir de l'ordre établi, justement ? Alors les 2 aspects ne sont pas contradictoires. Dans le cas de la nouvelle révolte ou révolution polonaise, qui est une nouvelle fois, qui tourne court, l'aspiration nationale est très importante. Il peut y avoir aussi des aspirations qui préludent à des phénomènes d'unification. En Italie, par exemple, certains États italiens, voire dans la Confédération germanique, mais dans l'ensemble, ce sont des révolutions dont la base sociale est plutôt la moyenne bourgeoisie ou la petite bourgeoisie, même si on peut utiliser ces critères qui valent peut-être davantage pour la Grande-Bretagne, pays d'ailleurs où il n'y a pas de révolution, à proprement parler, en 1848. Et donc, il peut s'agir d'aspiration nationale, mais il peut s'agir aussi d'aspiration démocratique. On le voit bien en France, où la question de l'aspiration nationale, évidemment, n'est pas prioritaire, et où la Deuxième République, même si elle dure très peu de temps, a quand même subsisté davantage que les gouvernements provisoires, et ce d'ailleurs pour des raisons très différentes, qui avaient pu être mis en place dans d'autres pays. Et finalement, l'image que je retiens un petit peu de 1848, c'est une sorte de pétard mouillé, c'est très impressionnant sur le coup, et finalement, très rapidement, il y a un mouvement de répression et de retour à l'ordre assez brusque. Alors, c'est vrai, mais ce n'est pas forcément pour autant un pétard mouillé, parce que ça pose les bases d'un certain nombre de changements ultérieurs. On pourrait évoquer même des aspects culturels comme les mutations accélérées du courant romantique. Il y a toute une série d'éléments qui peuvent être intéressants à étudier dans la longue durée. Et puis il y a aussi, dans le cas de la France, la proclamation du suffrage universel masculin, sur lequel on ne reviendra plus, ou quasiment plus, sauf sous le régime de Vichy. Et puis il y a également l'abolition de l'esclavage, qui avait d'ailleurs eu lieu dans d'autres pays, en Grande-Bretagne par exemple auparavant. Donc malgré tout, il y a des jalons. Mais il y a aussi un sentiment de déception, de désaffection qui explique le fait qu'une grande partie du peuple se soit ensuite détourné. On le voit bien lors du coup d'État du 2 décembre 1851, il y a des scènes célèbres à ce sujet. Et la répression du coup qui est orchestrée par le système politique, elle va frapper surtout, vous disiez, peut-être des artisans, des petits ouvriers on l'a vu déjà même avant le coup d'État, il y a eu les journées de juin 1848 où la partie du peuple de Paris qui s'était soulevée est composée principalement effectivement d'artisans, d'ouvriers, de boutiquiers, et donc les victimes de la répression comptent dans ces catégories sociales, pour l'essentiel. Alors on va faire une petite pause musicale et on va écouter justement le chant des ouvriers par Rosalie Dubois. Nous, dont la lampe le matin au perron du coq se rallume, nous tous qu'un salaire incertain ramène avant l'aube à l'enclume, nous qui des bras, des pieds, des mains, de tout le corps luttons sans cesse, sans abriter nos lendemains contre le froid de la vieillesse. Aimons-nous, et quand nous pouvons nous unir pour boire à la ronde, que le canon se taise ou gronde. Buvons, buvons, buvons à l'indépendance du monde. Quels fruits tirons-nous des labeurs qui courbent nos maigres échines? Où vont les flots de nos sueurs? Nous ne sommes que des machines. Nos babelles montent jusqu'au ciel, la terre nous doit ses merveilles. Dès qu'elles ont fini le miel, le maître chasse les abeilles. Aimons-nous, et quand nous pouvons nous unir pour boire à la ronde, que le canon se taise ou gronde.
buvons à l'indépendance du monde. Mal vêtus, logés dans des trous, sous les combles, dans les décombres. Nous vivons avec les hiboux et les larrons, amis des ombres. Ce banc de notre sang vermeil coule impétueux dans nos veines. Nous nous plairions au grand soleil et sous les rameaux verts des chênes. Aimons-nous, et quand nous pouvons nous unir pour boire la ronde, que le canon se taise ou gronde. Buvons, buvons, buvons en l'indépendance du monde. À chaque fois que par torrent notre sang coule sur le monde, c'est toujours pour quelques tyrans que cette rosée est féconde. Ménageons-le dorénavant, l'amour est plus fort que la guerre. En attendant qu'un meilleur vent souffle du ciel ou de la terre. Aimons-nous, et quand nous pouvons nous unir pour boire la ronde, que le canon se taise ou gronde. Buvons, buvons, buvons à l'indépendance du monde. Parlons Peuple avec Pierre Suaire sur RCF. Vous écoutez toujours Parlons Peuple, une émission d'été assurée pour RCF Radio par Histoire d'en parler. Je suis toujours avec Jean Elgamal, professeur émérite de l'Université de Lorraine. Et on s'intéresse donc à ce grand 19e siècle. Et on vient d'écouter Le Chant des ouvriers par Rosalie Dubois, une version reprise de Pierre Dupont. Et moi je vous conseille, petite parenthèse, d'écouter l'émission de France Culture Chansons, Peuple et Pouvoir au 19e siècle. J'ai eu beaucoup de mal à choisir des chansons dans tout ça. Donc à partir justement de 1848, il y a un nouveau phénomène qui arrive, un spectre hante l'Europe. Il s'agit bien sûr du communisme. Karl Marx et Friedrich Engels publient leur manifeste en février 1848. Et comment s'articulent les aspirations nationales et la volonté de solidarité internationale? Pour le dire autrement, est-ce que les prolétaires de tous les pays visent l'union? Vaste question. Alors c'est plus, disons, une affirmation de caractère performatif, sous la plume de Marx et Engels. D'une part parce que la répression produit des effets assez redoutables sur ce qu'il est convenu d'appeler le mouvement ouvrier et le mouvement socialiste. Et la concrétisation d'une volonté d'organisation s'observe surtout une quinzaine d'années après, puisque c'est en 1864 qu'est créée la première internationale. À l'intérieur de laquelle, d'ailleurs, il y a des nuances, et même plus que des nuances, entre les marxistes, les proudhoniens. Donc tout ça se retrouve par la suite. Et d'ailleurs, cette première internationale ne dure qu'une dizaine d'années. Alors, si on considère le peuple, et surtout si on prend la définition qu'en donnait Michelet en 1846, c'est-à-dire en fait la plus grande partie de la population, il est bien évident qu'une partie du monde du travail se satisfait non pas de la répression en tant que telle, mais du retour à une certaine forme de prospérité économique après la crise qui avait d'ailleurs commencé avant la révolution de 1848. Il y a donc un retour à l'ordre qui peut être en partie approuvé ou en tout cas tacitement consenti. Donc la répression est ce qu'elle est. On le voit bien sous le Second Empire, par exemple, où il y a une politique qui se veut tourner vers le peuple, à certains égards, même si les résultats sont assez limités dans les années 1860. Et par conséquent, les conditions d'un nouvel élan de mouvements populaires sont assez rarement réunies. En revanche, il y a des aspirations qui aboutissent d'une certaine façon dans les années 1860 avec l'unité italienne, partielle puis ensuite complète en 1870. Et puis alors la situation est complexe, mais à l'échelle de l'unité allemande, puisqu'en 1867 est créée la Confédération de l'Allemagne du Nord. Mais l'homme fort à ce moment-là, c'est Bismarck, dont il est difficile de dire qu'il représente tout à fait les milieux populaires. Oui. Et effectivement, donc est-ce qu'on a un changement d'ambiance justement dans les années 1860 où on voit qu'on passe à une autre époque, une autre séquence où justement les aspirations nationales commencent à se cimenter et créer une exclusion entre les peuples? Alors oui, pour une part, parce qu'il y a une nouvelle insurrection polonaise, je crois qu'elle a lieu en 1863, si la mémoire est bonne, mais ça relève de la question polonaise qui est particulière et qui est présente pendant la totalité du 19e siècle, jusqu'au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et puis il y a également, alors
tout ne s'explique pas par des considérations économiques et sociales, mais une dégradation de la situation économique et sociale dans les années 1860, qui dans certains cas entraîne certaines concessions. On peut songer en particulier au droit de grève, c'est-à-dire de coalition en 1864. On peut évoquer aussi une réforme électorale qui n'est pas négligeable en 1867 en Grande-Bretagne, qui ne permet à une petite partie des ouvriers, pas des ouvrières, mais des ouvriers de voter. Ouais, voilà, donc, c'est justement ma question. C'était, on a parlé 1848, le suffrage universel masculin en France. Oui. Et est-ce que la question du suffrage des femmes, comment on explique que les femmes soient exclues? C'est la crainte qu'elles ne votent mal? Alors, elles ont déjà été exclues, puisqu'il y avait effectivement des femmes qui s'étaient exprimées, comme Jeanne de Rouen, par exemple, en faveur du suffrage des femmes, mais qui sont traitées très souvent avec dérision, y compris dans le cadre de la Deuxième République. Et en fait, la question du suffrage des femmes, même s'il y a un certain nombre de militantes ou d'intellectuels, comme John Stuart Mill, par exemple, qui dans les années 1860 est favorable, mais il est quand même très isolé sur ce point, au suffrage universel au sens large du terme, elle se pose quand même davantage à la fin du siècle, pour simplifier. Il y a même quelques pays qui introduisent en Europe, mais ça relèvera plutôt de la période du début du XXe siècle, fin 19e, début XXe siècle, le suffrage universel. Mais c'est quand même très minoritaire. Et les femmes, justement, du peuple, est-ce qu'elles vont créer des associations, elles vont créer des organes de presse, des sociétés? Alors, il y avait eu des clubs féminins sous la Deuxième République. Ensuite, on peut trouver quelques femmes dans les cercles de la libre pensée, qui a été étudié par Jacqueline Lalouette. Mais là encore, c'est plutôt après 70 et par ailleurs, c'est dans les années 70 et au-delà qu'on voit apparaître des mouvements féminins suffragistes ou des mouvements qui revendiquent sur d'autres points. Et puis bien sûr, mais ça c'est bien après le mouvement des suffragettes, mais ça c'est au début du XXe siècle. Ouais. Peut-être sur un autre thème, le XIXe siècle, c'est aussi le siècle du travail, c'est le siècle de la révolution industrielle, et y compris aussi le travail des enfants. Et est-ce qu'il y a des garanties pour prévenir justement les abus qu'on imagine? Enfin, on pense tous à Germinal et l'exploitation horrible des travailleurs. Est-ce que justement il y a des choses qui sont mises en place quand même pour éviter... Je vous répondrai à peu près selon le même schéma chronologique. Il y a eu une première loi limitant fortement le travail des enfants dans le cas de la France en 1842, si ma mémoire est bonne, mais elle est très partiellement appliquée, et c'est plutôt une évolution progressive de la législation qui produit surtout des effets, disons, dans le dernier tiers du XIXe siècle, et puis c'est en relation aussi avec un point que nous n'avons pas abordé jusqu'à présent, qui est la question de l'éducation, de l'enseignement, mais les mesures sur l'enseignement obligatoire sont dans la grande majorité postérieures à 1870. Même s'il y a aussi un progrès, parce que tout ne relève pas de décisions politiques, un progrès de l'instruction, mais qui est en partie prise en charge aussi par l'Église ou des églises. On le voit bien par exemple sous le Second Empire avec le rôle de l'Église catholique. On parle souvent de la rupture de 1870, ou est-ce que ça représente justement une bascule avec le conflit franco-prussien, franco-allemand plus largement, et est-ce que les années 1870 représentent encore une fois un changement d'époque où on se dit, ah là, ouais, on passe encore dans une autre dimension. Alors, il y a toute une série d'événements très importants qui se produisent durant cette période, c'est-à-dire l'extrême fin des années 60 et le début des années 70. Il y a effectivement la guerre franco-prussienne, puis franco-allemande, bien sûr la Commune de Paris, qui est l'une des conséquences, même s'il y a également d'autres facteurs, mais directement, c'est ainsi que ça s'explique, du dit conflit. Et puis, alors, il y a aussi des changements qui se dessinent, notamment en relation avec l'affaiblissement de l'Empire d'Autriche, qui devient l'Empire d'Autriche-Hongrie, parce que là, on voit se développer, d'ailleurs il y a des origines antérieures, des mouvements culturels, sociaux, politiques, en faveur d'une émancipation d'un certain nombre de peuples. On peut penser par exemple à la Bohème, qui cherche justement à s'émanciper. Oui, donc effectivement, il va y avoir des aspirations nationales, des aspirations qui vont se cristalliser à ce moment-là, et donc ça va créer aussi des tensions, et une volonté aussi de recomposition de différents ordres. Peut-être on va essayer de fédérer certains peuples. On évoquait tout à l'heure hors micro l'initiative de Victor Hugo de créer des États-Unis d'Europe. Est-ce que c'est dans ce contexte-là, justement, dire la paix et la solidarité entre les peuples? Alors on se réfère souvent en ce moment, ou en tout cas de façon plus générale au XXe siècle, à ce discours qui peut paraître prophétique de Victor Hugo, mais Victor Hugo est très isolé, même en 1849, et il l'est plus encore durant la période d'exil sous le Second Empire. Alors la question de la solidarité entre les peuples, elle est surtout posée
à l'échelle de l'internationalisme tel que les socialistes s'efforcent de le développer, et puis aussi à l'échelle d'un mouvement qui attire moins l'attention, mais qui commence à se développer dans les années 1860, qui est un mouvement pacifiste, avant même. Il y a différentes formes, disons, d'exaltation de la solidarité des peuples, mais il y a aussi beaucoup de nationalisme d'existence, selon le mot d'un certain nombre d'historiens. Je citais l'exemple de la Bohème, mais on pourrait en évoquer d'autres. On pourrait distinguer d'ailleurs l'Europe occidentale et orientale, mais bon, on ne va pas trop entrer dans le détail. Parlons Peuple, avec Histoire d'en parler, association d'éducation populaire. Et c'est le moment de retrouver Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Alors toi, tu nous animes une chronique qui s'appelle Musique Historique. Qu'est-ce que c'est Musique Historique ? Alors l'histoire et l'historique, c'est super, mais avec un petit peu de musique, c'est encore mieux. Et un jeu. Ok, alors du coup, avant de passer à la chronique du jour, on réécoute la question et la réponse de la semaine dernière qui concernait une chanson de Ça ira par Edith Piaf. Oh, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pondra. V'là 300 ans qui nous promettent. Et alors du coup, quelle était la question qui était posée ? Donc le refrain, les paroles à ça ira, les aristocrates à la lanterne. Dans son discours, Pierre Dac remplace le mot aristocrate par un autre mot. Vous demandez lequel ? C'était bien sûr collaborateurs. Les collaborateurs à la lanterne, voilà. Évidemment. Et donc, effectivement, retrouvez toujours sur Facebook pour les réponses à ces questions. Et donc, on va passer à la chronique de cette semaine. Quel est le thème de cette chronique ? Aujourd'hui, on parle du peuple au 19e siècle. De quoi tu vas nous parler ? Alors, à toi de deviner de quel chant nous allons parler aujourd'hui, Pierre. Petite devinette. C'est un texte qui a été écrit par Eugène Pottier lors des répressions de la Commune de Paris. C'est une musique qui a été écrite par un chef de chorale socialiste et qui était à côté ouvrier, Pierre de Jeter. Et le tout en rapport avec un peuple européen au 19e siècle. Je pense que j'ai ma réponse. Et j'ai l'impression que tu es vraiment Julien Lepers en même temps. Oui, effectivement, on va écouter, je pense, l'Internationale. On écoute ça tout de suite. Absolument, une version un petit peu déjantée. Allez. Et demain, l'Internationale sera le genre humain, on selon le de finale. Groupons-nous et demain l'Internationale sera le genre humain. Allez, il avait de belles moustaches, le sourcil noir, le regard clair, un peu bourru, un peu bravache. Pour nous, c'était presque un père. Joli cœur sous une peau de vache, grand cœur sans en avoir l'air, révolutionnaire sans tache, oui, Staline est exemplaire. C'est la lutte finale. Au guet, vive la rose. Au pont nous est demain. Au guet, vive la rose. Car l'Internationale, vive la rose et le lilas, sera le genre humain. Vive la rose et le jasmin. On vient d'écouter une version assez particulière de l'Internationale. Est-ce que tu aurais plus d'informations à nous apprendre peut-être sur l'Internationale ? Alors déjà, la diffusion ici est interprétée par le groupe Chanson plus Bifluoré. D'accord. Voilà. Et donc sinon pour l'Internationale en elle-même, donc elle est chantée en 1888 à Lille pour la première fois en public et elle a été traduite dans de très très nombreuses langues et notamment en russe, indice. Et donc évidemment, donc elle est utilisée pour les congrès ouvriers et elle devient plus généralement un chant révolutionnaire et social qui est encore diffusé aujourd'hui régulièrement. Évidemment dans toutes les manifs de gauche qui se respectent. Et donc il y a un petit jeu à la clé. Quelle est la question du jour, Stéphanie ? Alors accrochez-vous, de quel État l'Internationale sera-t-elle l'hymne national dans le passé ? Alors le principe évidemment c'est que c'est un petit jeu, on vous propose de gagner un livre. Le livre du jour c'est La Commune de 1871 par Jacques Rougerie, on est dans le thème évidemment. Et donc pour participer c'est tout simple, il suffit de répondre à la question que Stéphanie vient de poser sur l'État qui avait l'Internationale comme hymne officiel. Donc retrouvez-nous sur la page Facebook Histoire d'en parler, vous pouvez gagner donc le livre La Commune de 1871. Merci Stéphanie pour cette chronique musique historique. À bientôt. Sera le genre humain. Parlons Peuple avec Pierre Suaire sur RCF. Vous
Vous écoutez toujours Parlons Peuple, nous sommes toujours avec Jean El Gamal et on va bientôt conclure cette émission sur la liberté guide-t-elle les peuples européens au 19e siècle et on va terminer sur la fin du 19e, début du 20e siècle, la période que vous préférez. Je vous la fais en 2 minutes, comme quoi ça va vous frustrer, je sais, mais peut-être la question, on a parlé d'international et de volonté de solidarité entre les peuples, sauf que l'histoire retient surtout la concurrence et la compétition entre les peuples européens qui va conduire à la colonisation, aux différentes compétitions entre les peuples et aussi à la guerre. Donc est-ce que, évidemment, ce n'est pas la seule explication de la Première Guerre mondiale, mais c'est peut-être... C'est une période qui est pleine de contradictions, qui a différentes facettes, que reflète d'ailleurs l'expression ultérieure de Belle Époque à partir des dernières années du 19e siècle. Il y a une nouvelle étape dans l'histoire de l'internationalisme socialiste avec la création de l'international, deuxième internationale en 1889, mais également à cette époque, il y a toute une série de facteurs relevant de ce que Raoul Girardet appelait le nationalisme de repli d'une certaine façon, qui mettent en jeu en particulier l'antisémitisme, qui mettent en jeu le colonialisme, même si celui-ci est également très attaqué à droite et à gauche, mais concrètement, effectivement, l'expansion de la colonisation en Afrique accroît les tensions et les rivalités, même si on s'intéresse, lorsqu'on examine l'histoire du début du XXe siècle, aussi à la mise en place de systèmes d'alliances qui parfois unissent des régimes très différents, l'Empire russe et la République française. Et puis quant à l'Angleterre, même si elle n'est pas vraiment alliée, le Royaume-Uni n'est pas vraiment allié, il y a l'entente cordiale en 1904. Par conséquent, cette période qui connaît toute une série de mutations avec les débuts de la deuxième révolution industrielle, la deuxième vague d'industrialisation, qui est une période très riche aussi sur le plan culturel, est parcourue de multiples tensions, de multiples revendications, à l'échelle de l'essor du syndicalisme également, des revendications des mouvements féministes. Et donc, on a foisonnement, mais aussi une situation qui devient explosive en Europe même. Donc 1914, et on va aller jusqu'à la fin de la guerre. 1918, on a une nouvelle carte de l'Europe, complètement redessinée. Pour une part, 1918 et quelques années après, évidemment. Alors c'est lié en partie à l'effondrement des empires, empire allemand, empire austro-hongrois, qui permet à un certain nombre de peuples justement d'avoir leur indépendance, non sans difficulté. L'empire russe, bien sûr, en relation avec la révolution bolchevique. Et puis, il y a également, alors une question qui est réglée quelques années plus tard, donc ça ferait aller le 19e siècle, enfin, on en parle beaucoup puisque c'est le centenaire cette année, le traité de Lausanne, qui effectivement entérine d'une certaine façon la disparition de l'Empire ottoman et la création de la Turquie kémaliste dans des conditions qui complètent en quelque sorte, mais... le tableau, le nouveau tableau de l'Europe à cette époque. Donc effectivement, on voit qu'il y a une énorme évolution dans toute cette période du long 19e siècle. On part de la Révolution française, on arrive à l'explosion des empires centraux. Donc on a évidemment balayé une très grande période. Jean El Gamal, qu'est-ce que vous nous conseillerez pour découvrir cette période ? Alors il y a de multiples livres. L'un de ceux qu'on pourrait mentionner, c'est le livre dirigé par Sylvain Venner et Pierre Singaravelou qui s'appelle Histoire du monde au XIXe siècle, qui permet de remettre en perspective l'histoire de l'Europe. Il y a aussi une dimension thématique et de peut-être relativiser, on est dans le cadre en partie de l'histoire globale, le rôle de l'Europe, même si sa domination est difficilement contestable, avec celle des États-Unis, relativiser dans la place du monde occidental, entre guillemets, et ça permet d'avoir une idée assez précise de la manière dont l'historiographie a évolué. Très bien, merci pour ce conseil. Merci à vous d'avoir participé à cette émission, Jean El Gamal. La semaine prochaine, dernière émission sur les années 1968-2018. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.